à tous. Donc, nous allons démarrer. Donc, on vous remercie beaucoup de participer à ce rendez-vous trimestriel sur l'actualité de la vaccination qui vous est proposé par le CRES et l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le deuxième de l'année et aujourd'hui, nous vous proposons de nous focaliser sur le calendrier vaccinal 2023 qui a été publié le 13 avril dernier par le ministère de la Santé. Et avec nous pour intervenir sur ce sujet, le docteur Eugénie D'Alessandro. Merci beaucoup. Vous êtes médecin de santé publique au service communal d'hygiène et de santé des villes de Salon de Provence et d'Arles, également anthropologue, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, vous êtes aussi une partenaire de longue date de la Semaine européenne de la vaccination. Alors, un mot sur cette édition 2023 de la Semaine de la vaccination, puisqu'elle vient de s'achever et certains d'entre vous y ont participé. On a enregistré avec l'ARS cette année la mobilisation de 107 partenaires pour rappeler au grand public et aux professionnels les enjeux de la vaccination et notamment de la vaccination HPV qui était notre priorité, vous le savez, en région cette année. Et il y a eu 138 actions qui ont été déployées dans les 6 départements contre une centaine l'année d'avant, en 2022. Donc des actions d'information, de lecture des carnets de santé, des événementiels sur le terrain pour le grand public, un certain nombre de séances de formation, de sensibilisation pour les professionnels de santé, notamment sur l'entretien motivationnel, ou encore des actions de vaccination hors les murs, comme à Salon de Provence avec notre intervenante. Donc une évaluation plus détaillée sera disponible prochainement, elle est toujours en cours. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner si vous avez mené une action via le questionnaire de satisfaction qui est toujours disponible en ligne. Nous allons donc voir avec vous, Eugénie D'Alessandro, les points clés du calendrier vaccinal 2023, avec les recommandations en population générale et puis les nouveautés qui concernent notamment le rotavirus et la grippe. Et vous avez également prévu d'évoquer le suivi des effets indésirables, ainsi que les bonnes pratiques en matière de rattrapage vaccinal. Voilà, tout ça en 1 heure, c'est le challenge. Donc, si vous voulez bien, on va partager votre diaporama. Bonjour à tous, donc merci d'être là pour ce webinaire et puis je remercie le CRES de nous proposer ces webinaires sur la vaccination. Voilà, la vaccination c'est un outil qui est particulièrement utile, c'est un très bel outil médical qui permet de prévenir des maladies graves. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, c'est un outil qui est relativement complexe à manier, avec une évolution très régulière des recommandations. Donc ces recommandations évoluent régulièrement, on l'a bien vu pendant la crise Covid. Voilà. Et donc ces recommandations évoluent pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que au cours du temps, on va affiner notre connaissance de ces outils, des vaccins, de leur profil sécurité, de leur efficacité, de leur immunogénicité. Et donc on prend en compte l'accumulation progressive de ces connaissances compte tenu de l'usage en vie réelle de ces outils. Et puis, les recommandations évoluent aussi en prenant en compte les éléments épidémiologiques et en fonction de la présence des maladies, de leur prévalence, de leur impact sur les populations. Les indications vaccinales évoluent également. Alors, c'est également un outil relativement complexe à manier, du fait d'indications particulières, c'est-à-dire de plus en plus, les vaccins sont des outils qui sont proposés à la carte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va adapter les recommandations vaccinales en fonction des profils santé de chacun. Et donc, voilà, les indications spécifiques ou particulières sont aussi des éléments importants à connaître. Donc, pour débuter ce diaporama, dans un premier temps, on part sur le calendrier des vaccinations. Et donc,
on va aborder les recommandations en population générale, c'est-à-dire les recommandations qui concernent tout le monde. Et ces recommandations, elles sont avant tout liées à l'âge. Voilà, donc elles sont synthétisées en fait dans la carte postale du calendrier vaccinal, qui est un outil qui a priori est assez largement diffusé et probablement connu de la plupart d'entre vous. Voilà, et qui permet de synthétiser les vaccins et les rappels recommandés en fonction des âges. Alors, plus précisément, donc, au début de la vie, chez les nourrissons, entre la naissance et 2 ans, donc on a plusieurs vaccins qui sont recommandés. Depuis 2018, donc tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018 ont 11 valences obligatoires. Donc les vaccins diphtérie, tétanos, polio, la coqueluche, l'hémophilus influenzae, l'hépatite B, le pneumocoque, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et le méningocoque. Donc ces vaccins en fait étaient déjà très largement recommandés avant 2018. Seuls 3 étaient obligatoires, diphtérie, tétanos et polio. Et donc depuis le 1er janvier 2018, tous les nourrissons doivent bénéficier de ces 11 valences. Depuis cette date, d'autres vaccins ont été proposés et donc sont donc désormais recommandés. Donc en 2022, c'est le méningocoque B, donc qui a été ajouté au calendrier vaccinal. Donc le méningocoque B qui se fait en 3 injections à 3 mois, 5 mois et 12 mois, avec le vaccin Bexsero en France essentiellement. Et depuis 2023, donc ça c'est une nouvelle recommandation, donc le vaccin contre le rotavirus qui sera proposé chez les enfants. On précisera hein, les indications et les schémas, mais disons que globalement, on va proposer ce vaccin avec des doses à 2 mois, 3 mois, et pour le pentavalent, le Rotatec, avec une 3e dose à 4 mois. Voilà les vaccins qui sont obligatoires et recommandés de la naissance à 2 ans. Ensuite, la période suivante, donc chez les enfants et les adolescents, entre 6 ans et 19 ans. Donc on va avoir les rappels diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Donc un rappel à 6 ans avec les doses pédiatriques. Donc les doses entières pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Et le rappel à 11 ans avec les doses adultes, donc des doses diminuées pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Ensuite, on a le vaccin contre les papillomavirus, sur lequel on reviendra également. Donc, on va proposer entre 11 et 14 ans. Donc là, on est en France sur un schéma à 2 doses. Donc, 2 doses qui se font à au moins 6 mois d'intervalle, donc 6 à 13 mois d'intervalle entre les 2 doses. Et on va proposer un rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans, donc en France, qui est recommandé avec un schéma à 3 doses. Un schéma à 3 doses qui se fait avec une 2e dose à 2 mois et une 2e dose et une 3e dose à 6 mois. Concernant les rattrapages, donc pour les enfants qui n'auraient pas reçu tous les vaccins qui étaient recommandés entre la naissance et 2 ans, on va proposer donc un rattrapage pour l'hémophilus jusqu'à 5 ans, pour l'hépatite B jusqu'à 15 ans, le ROR. Alors le ROR, les recommandations sont fixes pour toutes les personnes nées depuis 1980. Il faut avoir reçu 2 doses. Donc soit on a la preuve de ces 2 doses, soit si on n'a pas de preuve, on réalise ou on propose à nouveau ces 2 doses de vaccin. Le méningo-C, le rattrapage se fait jusqu'à 24 ans. Et enfin, la varicelle, donc pour les enfants qui n'auraient pas eu la varicelle maladie,
on va proposer le vaccin contre la varicelle entre l'âge de 12 ans et 18 ans. Et avant de faire ce vaccin, on vérifiera la sérologie varicelle pour s'assurer que l'enfant n'a effectivement jamais rencontré le virus de la varicelle, ce qui reste relativement rare. Voilà, pour les adultes et les seniors, donc au-delà de 19 ans, on va avoir des rattrapages réguliers qui concernent le vaccin diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Donc le DTP coq sera proposé à 25 ans et ensuite on va proposer le DTP diphtérie, tétanos, polio à 45, 65 et à partir de 65 ans tous les 10 ans, 75, 85, etc. On verra qu'en fait on peut faire le quadrivalent donc avec la coqueluche dans le cadre de la stratégie cocooning. Donc au-delà de 25 ans, on peut être amené à nouveau à proposer le vaccin contre la coqueluche. Voilà. Pour la grippe, le vaccin grippe, donc il sera proposé à partir de 65 ans, en dehors des indications particulières. Donc là tous les ans. Et le vaccin contre le zona à une dose qui peut être proposé aux personnes âgées de 65 à 74 ans. Voilà pour les recommandations donc générales qui se font en fonction des âges de la vie. Alors, concernant donc les nouveautés, les changements qui ont eu lieu en 2023, et on verra également, enfin on reverra les changements qui ont eu lieu en 2022, et puis les indications particulières des vaccins. Alors, tout d'abord avec la grippe. Donc, pour la grippe, on a de nouvelles recommandations qui ont été proposées donc, cette année, en 2023. Alors, ce vaccin est déjà indiqué dans des cas particuliers. Donc, ce vaccin contre la grippe est recommandé toutes les années, on l'a vu, pour les personnes de 65 ans et plus. Il est également recommandé chez les femmes enceintes, chez les personnes à risque, dès l'âge de 6 mois. Donc, globalement, c'est toutes les personnes qui vont présenter des pathologies chroniques, pulmonaires, cardiaques, diabète, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, toutes les personnes immunodéprimées, les personnes en situation d'obésité. C'est cité ensuite. On va le recommander, ce vaccin, également dans l'entourage, donc l'entourage des nourrissons à risque de formes graves de grippe, donc les nourrissons de moins de 6 mois qui, eux, ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. Et on va également le recommander dans l'entourage des personnes immunodéprimées, comme beaucoup de vaccins. Voilà, ce vaccin va être également proposé aux personnes séjournant dans un établissement de soins de suite et les établissements médico-sociaux. Alors, ce vaccin relève également de recommandations professionnelles. Donc, il va être recommandé chez les professionnels de santé, parmi le personnel navigant, navire et aviation. Et depuis 2022, on le recommande chez les professionnels exposés au virus porcin et aviaire, donc agriculteurs et fermiers essentiellement. Voilà, alors les nouvelles recommandations 2023, elles concernent en fait les enfants de 2 à 17 ans. Donc jusqu'à présent, ce vaccin en France n'était pas, enfin, n'importe qui pouvait éventuellement le faire, mais il n'y avait pas de recommandation spécifique pour les enfants entre 2 et 17 ans sans comorbidité. Et donc là, aujourd'hui, on propose de faire ce vaccin chez ces enfants, même s'ils n'ont aucun risque particulier de forme grave de grippe. Ce qui va être recommandé dans ce cas, c'est d'utiliser le vaccin vivant atténué intranasal, enfin du moins quand il sera disponible en France, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Tout simplement pour éviter d'avoir une injection supplémentaire. Hein. La voie intranasale est plus simple chez l'enfant que la voie injectable.
Voilà, pour ce vaccin grippe, que ce soit par la voie intranasale ou par la voie injectable, donc pour tous les enfants de moins de 9 ans, lors de la primo-vaccination, il faut prévoir 2 doses, hein, à au moins 4 semaines d'intervalle. Et ensuite, sur les vaccinations suivantes, donc les années suivantes, la vaccination se fait comme chez l'adulte, à une seule dose chaque année. Voilà, ce vaccin a un intérêt direct pour les enfants vaccinés. Il permettra d'éviter une grippe, même si les formes ne sont pas forcément sévères, et d'éviter des absences scolaires. Il a également une utilité collective puisqu'il permettra de limiter la circulation du virus dans la population. Voilà, a priori, il n'y a pas d'inquiétude sur le profil sécurité de ce vaccin dans cette tranche d'âge. Une vigilance particulière, lorsqu'on pourra utiliser le vaccin par voie intranasale, c'est un vaccin vivant, donc il faut rester vigilant quand on va le proposer chez les enfants qui ont dans leur entourage des personnes immunodéprimées. Et forcément, il est contre-indiqué chez les enfants qui présenteraient une immunodépression. Concernant le rotavirus, donc on a également une nouvelle recommandation qui date de cette année, 2023. Donc désormais, ce vaccin est recommandé chez tous les nourrissons entre 6 semaines et 6 mois. Alors, on a 2 vaccins qui sont disponibles, le vaccin Rotarix et le vaccin Rotatec. Donc, le Rotarix va se faire en 2 injections à 2 mois et à 3 mois. Et le vaccin Rotatec, ce ne sont pas des injections, excusez-moi, c'est des vaccins par voie orale. Et donc, le vaccin Rotatec en 3 doses, donc à 2 mois, 3 mois et 4 mois. Donc, ces doses de vaccins seront administrées au plus tôt à 6 semaines. Il faut minimum 4 semaines entre chaque dose. Et l'objectif, c'est d'arriver à finir ces schémas vaccinaux à 6 mois ou plus tard pour le vaccin Rotarix et à 8 mois ou plus tard pour le Rotatec. Ce qui est important de prendre en compte avec cette vaccination, c'est d'abord les contre-indications. Comme tous les vaccins, une hypersensibilité à un des composants du vaccin. C'est un vaccin vivant, donc une autre contre-indication, c'est les déficits immunitaires. Et une contre-indication particulière à ce vaccin, c'est les risques d'invagination intestinale aiguë. Donc, à savoir les enfants qui ont déjà fait une invagination intestinale aiguë ou les enfants qui ont des anomalies digestives congénitales exposant à un risque d'invagination intestinale aiguë. Et donc, il y a un sur-risque d'invagination intestinale aiguë avec ces vaccins. Ce sur-risque survient dans la semaine qui suit l'administration de la dose. Et donc, les parents doivent être clairement informés de ce risque et des signes pour repérer une éventuelle invagination intestinale aiguë, de façon à ce qu'elle soit prise en charge rapidement. Et lorsqu'elle est prise en charge rapidement, en général, voilà, ça ne pose pas de problème particulier. La prise en charge permet une évolution rapidement favorable. Donc voilà, ça, il faut systématiquement bien informer les parents de ce risque et des signes qui doivent alerter et amener les parents à consulter rapidement leur médecin. Voilà, le vaccin peut également être administré chez les prématurés. Et voilà, 2 autres vigilances à prendre en compte. D'abord, le fait que ce vaccin ne va pas protéger contre toutes les gastro-entérités aiguës. Et donc, il faut maintenir les mesures d'hygiène et inciter à poursuivre l'allaitement maternel qui protège contre ces gastro-entérites aiguës. Et le deuxième point de vigilance, comme pour le vaccin contre la grippe vivant, donc c'est un vaccin vivant et donc il faut faire attention si on le propose à des nourrissons qui ont dans l'entourage des personnes immunodéprimées. Voilà pour ce vaccin, donc contre les rotavirus. Ensuite, la coqueluche.
Donc la coqueluche, on a une nouvelle recommandation qui avait été proposée en 2022 et donc qui reste valable aujourd'hui. Donc ce vaccin est désormais recommandé en France, en métropole. C'était déjà le cas à Mayotte et c'était déjà le cas dans de nombreux pays, l'Angleterre, les États-Unis. Donc il est recommandé chez les femmes enceintes à partir du 2e trimestre, idéalement entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée. L'objectif, c'est de permettre la protection du nouveau-né par le transfert transplacentaire d'anticorps maternels. Et donc, si cette vaccination sera proposée à chaque nouvelle grossesse, toujours entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Et elle sera proposée même chez les femmes qui sont à jour de leur vaccination coqueluche. Si cette vaccination chez les femmes enceintes n'est pas réalisée, on maintient la stratégie cocooning qui était recommandée depuis plusieurs années et qui permet toujours, l'objectif, c'est de protéger le nourrisson avant qu'il ait sa propre immunité contre la coqueluche. Donc essentiellement le nourrisson entre 0 et 6 mois. Et donc la stratégie cocooning, c'est de vacciner toutes les personnes proches du nourrisson, donc ses parents, la femme enceinte après l'accouchement, si toutefois elle n'a pas souhaité faire le vaccin pendant la grossesse, le papa, les grands-parents, les grands frères, les grandes sœurs, les personnes, la babysitter, enfin, etc. Donc toutes les personnes proches du nourrisson. Voilà. Alors le vaccin coqueluche n'est pas disponible seul, il n'est disponible que dans le tétravalent associé à la diphtérie, au tétanos et à la coqueluche. Donc si la personne vient de faire un rappel DTP, on peut proposer malgré tout le tétravalent diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Il faut juste avoir un délai minimum de 1 mois entre un dernier rappel DTP et une nouvelle vaccination avec la combinaison comprenant la coqueluche. Donc voilà pour la coqueluche, donc un vaccin qui est important, notamment pour arriver à protéger les nourrissons. Il faut savoir que la coqueluche reste la première cause de mortalité des nourrissons en France par maladie infectieuse. Donc voilà, c'est particulièrement important d'arriver à protéger les nourrissons jusqu'à 6 mois contre la coqueluche. Alors, le méningocoque B, donc, ce sont des recommandations qui sont également relativement nouvelles puisqu'elles datent de 2022. Donc, chez le nourrisson, ce vaccin va protéger contre les infections invasives à méningocoque du sérogroupe B. Le vaccin va être proposé entre l'âge de 2 mois et 2 ans. Donc, avec un schéma à 3 doses, idéalement à 3 mois, 5 mois et 12 mois. Alors, au-delà de 2 ans, ce vaccin va être intéressant dans des cas particuliers. Donc, il va être recommandé chez les personnes en fait à risque d'infection invasive à méningocoque B. On va avoir notamment les personnes qui ont des déficits en fraction terminale du complément, qui ont des traitements anticompléments, les personnes avec un déficit en properdine, les personnes qui présentent une aspénie anatomique ou fonctionnelle, et enfin les personnes qui ont bénéficié d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. On va également le recommander à toutes les personnes qui sont dans l'entourage de personnes à risque élevé d'infection invasive à méningocoque. Voilà. Un élément assez récent à noter sur les vaccins sur le vaccin contre le méningocoque B. Il y a des études qui ont permis de montrer une efficacité de ce vaccin contre les gonocoques. Et cette efficacité serait de l'ordre de 30 à 50%, ce qui est loin d'être négligeable.
On a une première étude en fait qui a été réalisée en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, qui retrouvait cette efficacité des vaccins contre le méningo-B sur les gonocoques, qui sont des bactéries du même genre. Hein. On a sont des Neisseria, méningitidis pour le méningocoque et gonorrhea pour le gonocoque. Et donc cette première étude a été confirmée par 2 autres études qui retrouvaient les mêmes niveaux de protection, de l'ordre de 30 à 40%. Donc une étude australienne et une étude américaine. Et donc là, on a une étude en France qui est en cours, un essai qui est en cours, l'essai Doxivac, où là, on aurait même une efficacité qui monterait jusqu'à 50%. Voilà. Donc, compte tenu de ces nouveaux résultats, il est possible que l'indication du vaccin contre les méningocoques B évolue dans les années à venir. C'est un résultat qui est d'autant plus important que les gonorrhées sont des infections dont la prévalence augmente dans la population française. Et on a de plus en plus de mal à le contrôler parce qu'on a des résistances aux antibiotiques qui sont de plus en plus fréquentes. Donc la vaccination pourrait être une réponse très intéressante. Voilà pour le méningo-B. Alors le papillomavirus, le professeur Daniel Floré avait fait une présentation il y a quelques semaines, donc qui permettait de voir en détail tous les éléments sur cette vaccination. Donc j'y reviens très rapidement, je ne vais pas m'attarder dessus, même si c'est une vaccination qui est particulièrement intéressante, d'autant plus en France où on est vraiment en retard par rapport aux autres pays européens sur la couverture. Donc pour le moment en France, le vaccin est recommandé chez les filles et les garçons âgés de 11 ans à 19 ans. Donc voilà, ça concerne tous les enfants, y compris les enfants et les adolescents immunodéprimés. 2 indications particulières pour ce vaccin. Donc, ce vaccin va pouvoir être réalisé dès l'âge de 9 ans chez les enfants qui sont candidats à une transplantation d'organes solides. Et en fait, ce vaccin va pouvoir être proposé jusqu'à l'âge de 26 ans chez les HSH. Voilà, donc ça, c'est les recommandations actuelles. Dans les autres pays, notamment en Australie, en Angleterre ou aux États-Unis, on peut avoir des indications un peu plus larges. Et donc, on verra en France comment évoluent ces indications. Mais à ce jour, ce sont les indications à retenir. Alors, toute nouvelle vaccination doit être réalisée avec le Gardasil 9. Voilà, donc on ne vaccine plus avec le Cervarix et le Gardasil n'est plus disponible en France. Les schémas vaccinaux, donc on propose en France un schéma à 2 doses entre 11 et 14 ans, 2 doses qui doivent être espacées d'au moins 6 mois, et 3 doses entre 15 et 19 ans, donc avec une première dose, une dose 2 mois plus tard et une dose 6 mois plus tard. Voilà, ce schéma à 3 doses va être proposé également chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, donc jusqu'à 26 ans. Voilà, très rapidement aussi, pour rappel, ces vaccins montrent une efficacité tout à fait remarquable sur les cancers liés au HPV. En tout cas, sur les cancers du col de l'utérus, on a des études qui permettent de confirmer son efficacité et on peut raisonnablement penser que ces vaccins auront une efficacité sur les autres cancers dont ils sont responsables, notamment des cancers génitaux, cancers de l'anus et cancers de la gorge. Et donc, ces cancers représentent en France 6000 cancers par an, dont un quart chez les garçons, 1800, et 4600 chez les femmes. Voilà pour le HPV. Alors, le pneumocoque, donc c'est un vaccin qui est désormais obligatoire depuis 2018 chez les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais le pneumocoque a des indications particulières et donc c'est un vaccin qui va pouvoir être proposé au-delà de l'âge de 2 ans.
Donc, pour les prématurés, les nourrissons à risque élevé d'infection à pneumocoque, on va proposer un schéma renforcé. Hein. Le schéma habituel, c'est un schéma en 3 doses à M2, M4 et M11. Là, on va proposer un schéma renforcé avec 4 doses au lieu de 3. À partir de 2 ans, on va le proposer chez les personnes immunodéprimées. Donc, des personnes immunodéprimées, parmi les patients, on en a de plus en plus, hein, puisque ça comprend toutes les personnes qui ont une dépression congénitale et toutes les personnes qui ont des immunodépressions acquises, notamment liées au traitement immunosuppresseurs, corticothérapie, biothérapie, chimiothérapie, etc. Voilà. Et il va également être proposé aux personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui prédisposent à la survenue d'infections invasives à pneumocoque. Donc ça va être la liste précise, on peut la retrouver sur le calendrier vaccinal, mais ça va être toutes les personnes qui ont des pathologies cardiologiques, pulmonaires, des pathologies métaboliques, diabète, pathologies auto-immunes, inflammatoires, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, etc. Donc ça concerne en fait une part assez importante de la population qui peut bénéficier de ce vaccin. Et par contre, il faut être vigilant sur les schémas qui vont être proposés. Donc, alors pour les enfants en dessous de 2 ans, c'est les schémas que l'on a vus, hein. Donc soit le schéma classique à 3 injections, soit le schéma renforcé à 4 injections. Pour les enfants de plus de 2 ans, donc entre 2 ans et 5 ans, s'ils ont déjà été vaccinés par le 13 valent, donc le Prévenard, on va leur proposer une dose supplémentaire avec le 23 valent, le Pneumovax, donc à l'âge de 2 ans. Et s'ils n'ont jamais été vaccinés, on proposera 2 doses de 13 valent à 8 semaines d'intervalle, suivies d'une dose de 23 valent à 2 mois plus tard. Donc je me trompe, c'est pas 2 mois plus tard, c'est 16 semaines, donc ça fait 4 mois plus tard. Voilà. Ensuite, au-delà de 5 ans, alors, pour les personnes qui n'ont jamais reçu de vaccin contre le pneumocoque, le schéma va être d'une dose de 13 valent, donc le Prévenard, suivi d'une dose de 23 valent, le Pneumovax, 8 semaines plus tard, donc 2 mois plus tard. Et il faut bien respecter ce délai minimum, comme avec tous les vaccins. Les délais minimums, il faut les respecter. Pour les personnes qui ont déjà reçu des doses de vaccin pneumocoque, alors, s'ils ont reçu un schéma 13 valent suivi d'un 23 valent, selon le schéma indiqué au-dessus, on va pouvoir proposer un rappel avec un 23 valent, mais il faut impérativement respecter un délai de 5 ans, avant de proposer ce rappel avec le 23 valent. Sinon, en fait, on a un effet paradoxal et on va au contraire diminuer l'immunité vis-à-vis du pneumocoque. Donc, il est important de respecter ce délai de 5 ans avant de faire un rappel avec le 23 valent. Voilà. Si la personne a simplement reçu une dose de 23 valent, on va pouvoir proposer une dose de 13 valent au-delà de 1 an après la dose de 23 valent. Et encore, si on envisage un rappel avec un 23 valent, il faudra qu'il vienne dans un délai d'au moins 5 ans après le dernier 23 valent. Donc, entre 2 doses de vaccin 23 valent, donc de Pneumovax, il faut toujours respecter un délai de 5 ans minimum. Voilà pour le vaccin pneumocoque, qui est un vaccin intéressant et qui est peut-être sous-utilisé. On a beaucoup de personnes
qui ont un diabète, qui ont une pathologie cardiovasculaire, qui ont une pathologie pulmonaire, qui n'ont pas ce vaccin. Dans certains pays, il va même être recommandé en fait chez les seniors à partir de 65 ans. C'est pas le cas pour le moment en France. Ça le sera peut-être un jour. Voilà, pour l'hépatite B, bon, ça c'est un vaccin qui est bien connu. Donc c'est une maladie grave qui aussi bien en France avec 1500 décès que dans le monde. Donc c'est un vaccin qui est obligatoire chez les enfants nés depuis 2018. On va proposer un rattrapage jusqu'à l'âge de 15 ans. Et on va avoir des indications particulières chez les nouveau-nés de mères porteuses de l'antigène HBS et chez les enfants qui sont accueillis dans les services de l'enfance handicapée. On a des recommandations professionnelles que vous connaissez tous, je pense, donc les professionnels de santé et tous les professionnels qui travaillent dans des établissements de soins ou de prévention. Et puis on va avoir des indications particulières également au-delà de 16 ans, puisqu'on a dit qu'on pouvait faire un rattrapage jusqu'à 15 ans, au-delà de 16 ans, on va pouvoir le proposer à toutes les personnes qui ont un risque particulier, une exposition particulière au virus de l'hépatite B. Donc les personnes qui ont des partenaires multiples, les usagers de drogue, les personnes qui voyagent ou qui résident dans les pays de moyenne ou de forte endémie, les personnes qui sont susceptibles de recevoir des transfusions, insuffisants rénaux, dialysés, hémophiles. Voilà, les candidats à une greffe, l'entourage de personnes atteintes d'hépatite B, les détenus, les personnes qui ont une hépatopathie chronique et les personnes infectées par le VIH ou le VHC. Alors, je vous propose aussi de revenir sur les recommandations concernant le Covid-19 et le monkeypox, qui évolueront en fonction des contextes épidémiologiques, mais qui à ce jour sont les suivantes, compte tenu des recommandations proposées par la HAS. Donc pour le Covid-19, on ne tient plus compte du nombre de doses. On va proposer dès le printemps, donc maintenant, une dose supplémentaire à toutes les personnes qui ont un risque très élevé de forme grave de Covid. Donc essentiellement les personnes de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées, de faire une dose si elles sont à plus de 6 mois de leur dernière dose ou de leur dernière infection. Et on proposera une dose de rappel avec la campagne de vaccination contre la grippe à l'automne pour toutes les personnes qui ont un risque grave un risque de forme grave, pardon, de Covid-19. Donc là, c'est plus large, tous les plus de 60 ans, et, les personnes en situation d'obésité, les femmes enceintes et les personnes qui ont des pathologies chroniques. Voilà, dernière recommandation de la HAS, la primo-vaccination n'est plus recommandée en population générale. Si une personne souhaite le faire, elle peut toujours le faire, mais on ne va pas forcément le proposer de façon systématique. Pour la variole du singe, donc les dernières recommandations qui seront peut-être mises à jour, à voir, compte tenu de la légère recrudescence des cas qu'on observe à l'arrivée de l'été. Donc, la vaccination concerne les sujets contacts. Il s'agit donc d'une vaccination post-exposition et les personnes à très haut risque d'exposition. La vaccination se fait avec les vaccins de 3e génération, Imvanex et Jynneos. Elle se fait en 2 doses par voie sous-cutanée à au moins 28 jours d'intervalle. Et on ne proposera qu'une seule dose aux personnes qui ont déjà été vaccinées contre la variole humaine avec les vaccins de première génération, en général avant 1980, voire même avant 1978. Voilà, dernier point, en post-exposition, la première dose doit idéalement être administrée dans les 4 jours qui suivent l'exposition, le contact, au maximum dans les 14 jours suivant ce contact.
Pour donc les dernières nouveautés, au cours de l'année, les recommandations concernant les vaccins contre l'hémophilus influenza et contre les méningocoques pourraient être modifiées en fonction du contexte épidémiologique, puisqu'on constate une augmentation du nombre de cas de méningite à hémophilus et à méningocoque. Voilà, donc à suivre. Autre point important, au cours de l'année, on devrait avoir de nouvelles recommandations concernant les personnes immunodéprimées. Les dernières recommandations dataient de 2014. Et donc depuis, on n'avait pas de mise à jour. Et donc, on devrait avoir une mise à jour cette année. C'est pour ça que je n'ai pas abordé dans le détail les recommandations concernant les immunodéprimés, puisque voilà, on va avoir les mises à jour cette année. Bon, concernant le carnet de vaccination électronique ou numérique, bon, il y a des évolutions qui sont attendues, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça fait plusieurs années qu'on attend des évolutions. Et voilà. Et on devra avoir également de nouveaux textes qui vont donner le cadre de l'extension des compétences pour les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes en matière de vaccination. Donc voilà pour les vaccins et les recommandations générales et particulières. Alors, comme évoqué, donc très rapidement, un point sur les événements indésirables, le profil sécurité des vaccins, si vous préférez. Donc, globalement, les vaccins sont des outils médicaux avec une très, très bonne balance bénéfice-risque. Ils ont, de façon globale, une balance bénéfice-risque qui est très largement meilleure que la plupart des médicaments, ce qui est un petit peu normal, hein, puisque c'est un outil préventif. Donc, il faut qu'ils aient une très bonne balance bénéfice-risque. L'ANSM a proposé des évaluations concernant les 11 valences obligatoires depuis 2018. Et donc là, on a des rapports réguliers qui sortent. Donc le dernier rapport concernait le suivi de ces 11 valences au cours de l'année 2020. Donc au cours de cette année, 6,5 millions de doses ont été administrées. Sur ces 6,5 millions de doses, on a eu 201 notifications, déclarations de pharmacovigilance au centre de pharmacovigilance. Et 71 de ces déclarations ont été considérées comme graves. Voilà. En dessous, là, vous avez le nombre de déclarations au cours des années, hein. Donc, on voit que progressivement, le nombre de déclarations augmente, mais l'augmentation concerne avant tout les cas non graves. Donc, ce qui veut dire probablement que les déclarations sont de plus en plus systématiques, aussi bien par les professionnels de santé que par les patients eux-mêmes, puisque les déclarations se font en ligne par les professionnels ou les patients. Concernant ces événements, ces déclarations considérées comme graves, donc c'est 71 cas. Parmi ces 71 cas, on retient 42 événements indésirables d'intérêt particulier, donc qui ont nécessité un suivi particulier. Donc, des thrombopénies, des apnées et des désaturations, des convulsions, des hypotonies, une encéphalopathie aiguë, un décès et une maladie de Kawasaki. Alors, il faut savoir que quand on parle de déclaration, on ne parle pas de lien de causalité. Ce sont les événements qui sont survenus dans les jours ou les semaines qui ont suivi une vaccination, qui ont été déclarés sans préjuger d'aucun lien de causalité entre le vaccin et l'événement. Voilà. Tous ces événements déclarés, même ceux considérés comme graves ou d'intérêt particulier, ont été d'évolution favorable, sauf le décès, bien évidemment. Et pour la plupart, on ne peut pas confirmer un lien entre les vaccins réalisés et l'événement indésirable.
en dehors de l'encéphalopathie aiguë pour lequel un lien a été probablement établi. Voilà, mais cette encéphalopathie a été d'évolution favorable après traitement par corticothérapie. Voilà. Pour les autres, on a retrouvé des éléments qui pouvaient expliquer en partie ces événements indésirables, notamment les thrombopénies, la maladie de Kawasaki. Voilà. Sur les apnées des saturations, convulsions et hypotonie, voilà, on peut faire l'hypothèse que ces événements sont liés au vaccin. Voilà pour ces événements indésirables. Toujours sur ce point-là, je reviens sur une étude finlandaise qui a été faite il y a quelques années et qui est assez intéressante, là, qui concerne les effets relativement fréquents associés comme événements secondaires au vaccin, des événements qui sont connus, qui sont listés dans les résumés des caractéristiques produits. En fait, l'équipe finlandaise avait suivi des paires de jumeaux, donc nés entre 81 et 82, et vacciné ces jumeaux en double aveugle avec le vaccin ROR, soit donc l'un recevait le ROR et l'autre le placebo. Et donc on voit que là, ça permet d'avoir vraiment les conditions de vie identiques pour les deux enfants. Et on voit que voilà, pour la fièvre, chez le jumeau qui avait reçu le vaccin, les fièvres étaient plus fréquentes, de 6%. Pour les éruptions cutanées, les fièvres étaient plus fréquentes chez ceux qui avaient reçu le vaccin, pour 1,6%. Pour les infections des voies respiratoires qui survenaient après la vaccination, l'événement était moins fréquent chez l'enfant qui avait reçu le vaccin, de 1,5%. Et pour les troubles digestifs, ces événements étaient également moins fréquents chez l'enfant ayant reçu le vaccin, de 0,8%. Donc voilà, ça permet d'un petit peu relativiser ces événements indésirables et de voir que finalement, même chez les personnes qui sont vaccinées, on voit survenir des événements dans le jour ou les semaines qui suivent, tout simplement parce que quand on fait des millions et des millions de doses, voilà, des infections, des éruptions cutanées, des fièvres, voire certaines maladies voilà, peuvent survenir sans que aucun lien de causalité ne puisse être imputé au vaccin. Voilà pour les événements indésirables, donc qui confirment le profil sécurité des vaccins qui sont recommandés dans le calendrier vaccinal. Alors, je déborde un petit peu du temps, mais voilà, juste quelques points sur le rattrapage vaccinal. Donc, les grandes règles dans le cadre du rattrapage vaccinal. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le plus souvent, quand on se retrouve face à un patient à vacciner, on n'est pas systématiquement dans le cadre du patient qui n'a reçu aucune dose et chez qui on va pouvoir commencer le schéma et poursuivre le schéma tel qu'il est recommandé. Soit on ne le verra pas pour la deuxième dose, ou on le verra plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, soit c'est une personne qui a déjà reçu des doses et chez qui il va falloir proposer de terminer ou de poursuivre un schéma vaccinal. Alors, les règles générales sont relativement simples. D'abord, c'est uniquement les preuves documentées qui doivent être prises en considération. Voilà. Si on n'a pas de preuve documentée d'une vaccination, on considère que cette personne n'a pas reçu le vaccin. Au cours d'une même séance, on peut aller jusqu'à 4 injections, donc maximum 2 par site, et on a potentiellement 4 sites, les épaules, les deltoïdes et les faces antérolatérales de la cuisse, les muscles vastes externes. Concernant les associations, il n'y a aucune association déconseillée. On peut faire les vaccins en même temps, le même jour, le lendemain, une semaine plus tard ou 15 jours plus tard, peu importe, sauf entre 2 vaccins viraux vivants.
Voilà. Donc, si j'ai 2 vaccins viraux vivants à faire, je dois les faire soit le même jour, soit à 4 semaines d'intervalle. Si j'ai un vaccin viral vivant et d'autres vaccins, je peux les faire le même jour ou dans n'importe quel délai. Voilà, dernier point, une traçabilité systématique pour toutes les vaccinations réalisées. Le professionnel de santé qui réalise la vaccination doit assurer la traçabilité du vaccin qu'il a réalisé. Autre règle de base particulièrement importante, toutes les doses des vaccins reçus comptent indépendamment du délai écoulé depuis la dernière dose, sauf si ce délai est inférieur au délai minimum préconisé. Donc, à partir du moment où j'ai fait une dose, je dois la prendre en compte, même si le délai écoulé entre cette dose et la dose qui devait suivre est très largement supérieur. Si ce délai devait être de 2 mois, par exemple, et si je suis à 3 ans, ben, je compte malgré tout cette première dose qui a été réalisée. Voilà. Les seules fois où je ne vais pas prendre en compte une dose qui a été administrée, c'est lorsqu'elle a été administrée dans un délai trop court. Donc, si l'intervalle minimal entre 2 doses de primo-vaccination ou entre la primo-vaccination et le rappel n'a pas été respecté, à ce moment-là, la dose ne compte pas. Dans tous les autres cas, toutes les doses comptent. Voilà. Donc voilà pour le délai entre les doses et les doses de vaccins qui doivent être prises en compte. Concernant les risques d'hyperimmunisation, il y a très peu de risques d'hyperimmunisation. Si on propose à une personne un vaccin pour lequel elle est déjà immunisée, les risques sont très faibles. On a potentiellement un petit peu plus d'effets indésirables liés à la réactogénicité accrue. Voilà, mais en général, ces risques sont faibles et ces réactions de réactogénicité accrue sont le plus souvent banales et très largement d'évolution assez rapidement favorable. Voilà, dernier point pour conclure. Dans ces rattrapages, dans certains cas, on peut céder de sérologie. Alors, dans quel cas? Tout d'abord, dans quel cas les sérologies ne sont pas intéressantes et ne doivent pas être réalisées pour orienter la vaccination? Alors, c'est la rougeole, les oreillons, la polio et la diphtérie. Donc, dans ces maladies, on ne doit pas demander des sérologies pour orienter les indications vaccinales. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de corrélat de protection qui ont été établis entre le dosage des anticorps et l'immunité de la personne. Donc, voilà. Pour la rougeole, les oreillons, la polio et la diphtérie, inutile de réaliser des sérologies. Pareil, les tests d'orientation rapide ne sont pas recommandés pour orienter le rattrapage vaccinal, notamment en ce qui concerne le tétanos et l'hépatite B. Alors, ces sérologies, elles vont être utiles dans quel cas? Eh bien, elles vont être utiles pour le tétanos, pour l'hépatite B, pour l'hépatite A, pour la varicelle et éventuellement pour la rubéole. Donc, pour le tétanos, la sérologie va être utile après une vaccination. Donc, on peut faire un dosage des anticorps 4 à 8 semaines après une dose de vaccin. Et ça permettra de savoir si la personne a déjà reçu une primo-vaccination ou pas. Et à ce moment-là, de s'arrêter là, puisque ça sera une dose de rappel. Et si effectivement le taux d'anticorps est faible, c'est qu'il n'y a pas eu de primo-vaccination. Et à ce moment-là, on va poursuivre sur une primo-vaccination. La sérologie va être intéressante également pour l'hépatite B. Donc, elle va être recommandée
en pré-vaccinal pour les personnes exposées à un risque pour éliminer une éventuelle contamination par le virus. Et elle va être recommandée après une dose, donc 4 à 8 semaines après une dose de vaccin, pour voir si on est sur une dose de rappel. Et à ce moment-là, logiquement, le taux d'anticorps est monté assez rapidement au-delà de 100, ou si on est sur une personne qui n'a pas eu de premier schéma de vaccination. Et à ce moment-là, on va poursuivre le schéma de vaccination. Voilà, la sérologie va être intéressante également dans l'hépatite A, puisque c'est tout à fait validé. La sérologie hépatite A permet de savoir si la personne a déjà une immunité, soit vaccinale, soit liée à la maladie. Pour la varicelle, la sérologie va permettre de savoir si la personne a déjà été en contact avec le virus, et donc savoir si elle nécessite le vaccin contre la varicelle ou pas. Et pour la rubéole, pareil, si la personne a déjà été en contact avec le virus ou a une protection vaccinale. Voilà. Pour l'hépatite B, concernant les dosages des anticorps, donc des anticorps anti-HBS, on va considérer une personne comme protégée si son taux d'anticorps monte au-delà de 100 unités internationales par litre. On va la considérer comme vaccinée, protégée, mais selon le niveau d'exposition, on pourra proposer des doses supplémentaires si elle a entre 10 et 100 unités. Et on considérera que la personne n'a aucune protection et n'a jamais été vaccinée si elle est en dessous de 10 unités. Et donc, on proposera un schéma complet dans ce cas-là. Dans tous les cas, on n'ira pas au-delà de 6 doses de vaccin. Voilà, si au-delà de au bout de 6 doses, la personne a un taux d'anticorps qui reste inférieur à 10, on parlera de personnes qui non répondeurs et qui ne répondent pas au vaccin. Voilà, merci pour votre attention. Désolé pour le temps, j'ai un peu dépassé le cadre. Voilà. La recommandation, c'est de proposer le vaccin contre le zona pour tous les seniors entre 65 et 74 ans. Voilà, alors c'est vrai que c'est un vaccin qui est pas particulièrement utilisé en France, qui n'a pas une efficacité non plus de 100%, mais qui va permettre de limiter d'une part le risque de développer un zona, et lorsque le zona est malgré tout développé, le vaccin va permettre de limiter les douleurs post-stériennes. Donc, c'est un vaccin qui a un intérêt globalement chez toutes les personnes entre 65 et 74 ans. Non, non, non. Le vaccin contre la grippe, il est recommandé chez les enfants entre 2 et 17 ans révolus. Et donc, il se fait pour les enfants de moins de 9 ans, donc entre 2 et 9 ans. Pour la primo-vaccination, pour leur première vaccination grippe, on va proposer 2 doses à 1 mois d'intervalle. Pour les années suivantes, on est sur un schéma à une seule dose, comme chez l'adulte. À partir de 9 ans, comme chez l'adulte, même pour la première vaccination, on sera sur un schéma à une seule dose. Alors, je n'ai pas du tout d'éléments dans ce sens-là, non. Enfin, on n'a pas de recommandation qui nous amènerait à privilégier le monovalent par rapport au pentavalent ou inversement, non. Okay. Après, voilà, à voir, j'ai peut-être pas les éléments, mais à ma connaissance, non. Alors, les signes qui vont alerter sur l'éventuelle présence d'une invagination intestinale aiguë, ça va être un enfant qui devient grognon, qui a perdu l'appétit, qui a de la diarrhée, des vomissements, voire du sang dans les selles. Donc voilà, si ces signes surviennent dans les 7 jours qui suivent la vaccination, les parents doivent immédiatement consulter et voir leur médecin avec l'enfant. Et à ce moment-là, voilà, il suffira d'une échographie pour éventuellement confirmer le diagnostic et mettre en œuvre la prise en charge.
si je comprends bien. Ce qui est sûr, c'est qu'entre 2 doses de 23 valents, il faut systématiquement un délai minimum de 5 ans. Voilà. Quelles que soient les autres doses, enfin les doses de 13 valents qu'on ait pu recevoir, entre 2 doses de 23 valents, il faut un délai minimum de 5 ans. Voilà. Et on va proposer le rappel à 5 ans en fonction du risque d'exposition, donc du profil santé de la personne. Je pense qu'un premier rappel à 5 ans, ça peut être intéressant. Après, à ma connaissance, on ne recommande pas un rappel systématique tous les 5 ans. Mais effectivement, ça va dépendre un peu du profil de la personne. Chez une personne immunodéprimée, a priori, on va proposer ce rappel de façon assez systématique, puisqu'on sait très bien que les immunodéprimés, voilà, ils ont une immunité qui est très fragile et qu'il faut systématiquement la relancer. Voilà. Donc, en fonction des pathologies, de la fragilité de la personne, de l'âge, hein, au plus on est âgé, au plus, pareil, cette immunité avec l'immunosénescence va être fragile. Voilà, on va pouvoir proposer un premier rappel à 5 ans, voire des rappels ultérieurs. Mais effectivement, il n'est pas forcément systématique. Ouais. Alors là, je ne peux pas donner d'éléments puisqu'on attend encore des textes qui doivent préciser tout ça. L'année dernière, on a eu des premiers textes qui ont permis d'élargir ces compétences, notamment avec l'administration des vaccins non vivants par les infirmiers et les pharmaciens. Donc l'administration sans la prescription de l'acte d'injection par le médecin. Ça, c'était les textes officiels, sachant que l'HAS déjà proposait d'aller beaucoup plus loin avec une extension vers la prescription et l'administration des vaccins non vivants et vivants par les infirmiers et les pharmaciens, à l'exception des personnes immunodéprimées. Voilà. Mais on attend les textes pour en savoir plus et pouvoir confirmer quelles vont être les nouvelles compétences des infirmiers et des pharmaciens et des infirmiers en PMI. Je suppose que les compétences seront probablement les mêmes que pour les infirmiers libéraux. Alors, que faire de la recommandation une dose de l'OMS? Écoutez, on a un cadre en France, un cadre réglementaire que l'on doit prendre en compte. Hein. Donc, si vous voulez, médicalement, a priori, le schéma à une dose montre une très bonne efficacité. Il a fait l'objet en fait d'études, notamment une étude au Costa Rica et une étude indienne, qui ont permis de valider ce schéma à une dose. À partir de là, l'OMS l'a validé et donc recommande ce schéma à une dose. Et puis plusieurs pays le recommandent aujourd'hui, notamment l'Australie, hein, qui pour sa campagne a décidé de proposer pour tous les enfants entre 9 et 25 ans, enfin les enfants, les adultes, enfin adolescents et adultes, donc un schéma à une dose unique. En Angleterre aussi, hein, c'est un schéma qu'il propose. Donc voilà, on verra si nos autorités sanitaires décident d'évoluer vers ce schéma à une dose. Mais a priori, médicalement, on a des éléments forts qui permettent de montrer l'efficacité de ce schéma à une dose. Reste toujours la question de l'efficacité sur le long terme, l'immunité sur le long terme. Hein. A priori, les études montrent une bonne immunité à 10 ans. Aussi bien pour les schémas à 2 et 3 doses que pour les schémas à une dose. Voilà, reste à voir au-delà, mais là, on a besoin de temps pour arriver à voir quelle sera l'immunité sur le long terme de ces schémas vaccinaux. Voilà. Oui. Sauf erreur de ma part, les recommandations de la HAS, dans les recommandations de la HAS, donc le rappel qui est proposé au printemps concerne les personnes à
très haut risque de formes graves, c'est-à-dire les plus de 80 ans, les personnes immunodéprimées et les personnes qui vivent en EHPAD et dans des lieux de vie collective, donc pour personnes âgées. Donc les femmes enceintes ne sont pas incluses dans les indications de cette dose de rappel du printemps. Voilà. Après, la HAS précise bien que si une personne veut faire un rappel, on peut lui faire ce rappel gratuitement, hein. L'essentiel, c'est qu'elle soit à au moins 6 mois de sa dernière dose ou de sa dernière infection. Donc voilà, si une femme enceinte n'a pas eu de dose depuis plus de 6 mois ou pas d'infection depuis plus de 6 mois et qu'elle souhaite faire une dose de rappel dès maintenant, elle peut le faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais même plus, si elle a fait un DTP coq à 25 ans et qu'elle a une grossesse 1 an plus tard, donc à 26 ans, on va lui refaire le DTP coq entre la 20e et la 36e semaine. Voilà. En fait, si vous voulez, les deux moyens de protéger le nourrisson, c'est soit la vaccination de la maman pendant la 20e et la 36e semaine, parce que si elle est vaccinée à ce moment-là, elle va produire des anticorps qui vont passer vers le fœtus, puis qui seront, donc le nourrisson aura ces anticorps. Soit la stratégie cocooning, c'est-à-dire soit vacciner tout le monde autour. Donc la maman est déjà vaccinée. Donc, elle n'aurait pas besoin de refaire le vaccin si on ne le fait pas pendant la grossesse, hein, mais le but, c'était de le refaire pendant la grossesse. Et à ce moment-là, il faut que la stratégie cocooning, c'est tous les adultes autour d'un nourrisson doivent avoir un vaccin coqueluche qui date de moins de 10 ans. Enfin, pour les adultes de plus de 25 ans. Pour les adultes de moins de 25 ans, pour les ados et les adultes de moins de 25 ans, ils doivent avoir un vaccin coqueluche qui date de moins de 5 ans. Donc, soit la maman fait le vaccin coqueluche au 2e, 3e trimestre. Et à ce moment-là, le nourrisson va avoir sa propre protection parce qu'il a récupéré les anticorps de la mère. Soit ce vaccin n'a pas été fait pendant le 2e, 3e trimestre. Et à ce moment-là, il faut mettre en œuvre la stratégie cocooning et vacciner tous les adultes, que tous les adultes autour du nourrisson aient un vaccin coqueluche qui date de moins de 10 ans, voire de moins de 5 ans pour les moins de 25 ans. Non. La coqueluche maladie, aussi bien que le vaccin, ne confère pas d'immunité sur le long terme. On estime qu'on va avoir globalement une immunité approximativement pour 10 ans, après une coqueluche maladie ou après la vaccination. Et ça, c'est une estimation moyenne. En fonction des personnes, cette immunité, elle peut baisser même avant, hein. Au-delà de 5 ans, elle peut commencer à baisser. Donc, en fait, si vous voulez, la recommandation cocooning, c'est vraiment, il y a un papa qui va avoir un enfant, son vaccin coqueluche, son DTP coq date de 11 ans, le dernier qu'il a fait, c'était il y a 11 ans, il faut impérativement lui refaire le vaccin pour qu'il puisse protéger le nourrisson. À moins que la maman ait reçu une dose au 2e ou 3e trimestre. Mais voilà, le vaccin coqueluche, il confère pas une immunité sur le long terme, hein. On est au maximum sur une immunité à 10 ans. Et par contre, il n'y a aucun risque à revacciner. Voilà. Faut pas oublier qu'avant, on vaccinait le DTP, on le faisait tous les 10 ans, hein, et ça, et avant, même on relançait des primo-vaccinations quand on pensait que ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas fait de rappel, on relançait des primo-vaccinations qui, on sait, sont inutiles et elles étaient très bien tolérées. Donc, ça pose pas de problème de proposer à nouveau un rappel DTP coq. Le délai minimum, si vous avez une personne, par exemple, j'ai eu le cas assez récemment, j'ai une sage-femme que je vois qui venait de faire un rappel DTP, le rappel des 25 ans, et elle avait fait le DTP au lieu du DTP coq. Et je lui dis, bah, écoutez, il faut y mettre la coqueluche. Et donc, je lui ai proposé le rappel des DTP coq. Donc, elle était à 3 mois de ce DTP, donc on l'a fait 3 mois plus tard. Voilà, donc le délai minimum, c'est 1 mois. Au-delà d'1 mois, on peut, même si la personne vient juste de faire un DTP,
proposer un DTP coq, il faudra quand même l'avertir qu'il y a un risque de réactogénicité accrue. Elle a quand même un certain risque de faire une inflammation locale plus importante, voire une inflammation générale plus importante, mais qui reste des signes banals qui seront d'évolution favorable en quelques jours. Alors, donc l'année dernière, sur les textes qui étaient sortis sur l'extension en termes d'administration des vaccins, pour le moment, on ne demandait pas, pour mettre en œuvre ces nouvelles compétences, de formation supplémentaire. Par contre, là, si on étend les compétences à la prescription, à l'administration, et qu'on inclut les vaccins vivants, le gouvernement suivra sûrement les recommandations de la HAS qui proposait justement d'y associer une formation spécifique. Et en termes de formation, on peut renvoyer sur le e-learning proposé par le CRES, qui apporte une formation de base sur la vaccination, qui permet d'avoir les éléments, parce qu'effectivement, la vaccination, c'est un outil, c'est un outil extraordinaire, hein, le vaccin, mais c'est un outil quand même plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, et il faut avoir des bases solides pour assurer une vaccination correcte des patients que l'on va prendre en charge. Oui. Non. Un patient diabétique traité pour son diabète et équilibré, non, il n'est pas considéré comme immunodéprimé. Alors, on va avoir les nouvelles recommandations qui vont sortir. Le document du Haut Conseil de santé publique, qui date de 2014, était particulièrement complet. Vous avez tous les cas d'immunodépression qui sont listés. Donc, les immunodépressions congénitales, les immunodépressions qui sont liées à des traitements, tous les traitements immunosuppresseurs et les doses qui doivent être pris en compte, voilà. Donc, et les traitements immunosuppresseurs, c'est tous les patients qui sont pris en charge pour des maladies inflammatoires, pour des maladies auto-immunes, pour des cancers. Donc, voilà, ça correspond à de nombreux patients, hein. Voilà. Les personnes qui sont séropositives au VIH, les personnes greffées, voilà. Donc on a vraiment sur ce document listé tous les cas de figure d'immunodépression et par type d'immunodépression les recommandations vaccinales, hein, puisque les recommandations vont varier en fonction des types d'immunodépression. Donc, je ne l'ai pas abordé parce que le document va être mis à jour et donc je pense qu'il faudra, il faudra proposer de prendre le temps de revoir ces questions d'immunodépression et de vaccination qui demandent, qui peuvent être l'occasion d'un webinaire facilement d'1 heure. Hein. Le document fait plusieurs dizaines de pages, donc c'est des schémas assez complexes et qui détaillent les vaccins recommandés, contre-indiqués, les schémas que l'on peut appliquer en fonction du type d'immunodépression. Oui, alors, voilà, quand on n'a pas de preuves, on n'a plus de traces écrites du dernier vaccin DTP ou DTP coq. A priori, on va considérer que la personne n'est pas à jour de cette vaccination et donc on va proposer cette vaccination. Selon l'âge et donc éventuellement son contact avec un nourrisson, on va pouvoir proposer le DTP coq plutôt que le DTP. Et éventuellement, s'il s'agit d'une personne née en France, on peut supposer que la primo-vaccination elle a été faite. Si on a un doute ou s'il s'agit d'une personne migrante, suite à ce DTP ou à ce DTP coq, on va pouvoir réaliser une sérologie tétanos, donc 4 à 8 semaines après la dose. Et cette sérologie nous permettra de savoir si la personne a déjà une primo-vaccination DTP, on va dire, a priori, ou pas.
Et donc de savoir si éventuellement cette première dose doit être suivie de doses supplémentaires pour réaliser une primo-vaccination, ou si cette première dose est une dose de rappel, et donc que la prochaine sera selon le calendrier vaccinal à l'âge suivant, 25, 45, 65, etc. Alors, en fait, moi j'ai un peu la même attitude, effectivement. Hein, les rappels à 45, 65, 75, donc je vais souvent les proposer aussi avec la coqueluche. Hein, je vais souvent proposer le tétravalent, puisque effectivement, jusqu'à présent, où on n'avait pas la vaccination des femmes enceintes, ça permettait d'assurer une stratégie cocooning, parce que justement, ces gens-là, il y avait de grandes chances qu'ils deviennent assez rapidement grands-parents s'ils n'étaient pas déjà. Alors, la recommandation, c'est vraiment une dose de DTP-Coq pour assurer une protection dans l'entourage d'un nourrisson, donc une protection par les adultes qui sont dans l'entourage du nourrisson. Effectivement, la question de savoir si la personne n'a jamais eu le vaccin coqueluche et n'a jamais eu la coqueluche maladie, est-ce que cette dose unique va conférer une immunité sur le long terme? Alors là, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. Vu qu'on n'a pas d'indication pour lancer une primo-vaccination coqueluche, je suppose qu'une seule dose de vaccin coqueluche doit pouvoir conférer une immunité sur quelques années au moins, même chez une personne qui n'aurait... Parce que c'est vrai que chez les plus âgés, on peut avoir, quand on retrouve les traces, des primo-vaccinations à DTP seul, hein, sans coqueluche. Hein. Il faudrait voir si on trouve des éléments qui ont permis d'établir l'immunité acquise. Avec une dose. Avec une seule dose, oui. Il faudrait chercher de ce côté-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas les éléments de réponse.